Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Variétés historiques et littéraires, dit 10e. Auteur Édouard Fournier. L'Oéconomie ou le vrai advis pour se faire bien servir, par le sieur Crespin. À Paris, Monsieur DCXLI. À haute et puissante dame Madame la Marquise de Lezay. Madame. Comme je suis extrêmement obligé à vostre grandeur, qui m'a reçu à votre service autant que j'estois de laisser d'une bonne partie de mes plus familiers amis. Maintenant que je respire le doux air qui s'exhalie en moi par vostre faveur, je ne sais comme quoi récompenser ce vrai office de charité que vous avez employé en mon endroit, si ce n'est par des services continuels, suivis d'une parfaite humilité déhuée à votre qualité, ayant déjà acquis par votre bienveillance le titre de maître d'hostel, charge de laquelle j'estois indigne, si l'ordre que vous avez établi en votre maison ne m'y euste dressé et appris, protestant de votre prévoyance, est le meilleur que j'aille jamais vu pratiquer, depuis que j'aille l'honneur de servir les grands, car l'on peut dire avec vérité que vous êtes cette femme que le sage appelle forte, capable d'édifier et gouverner la maison du juste, tant il est vrai que toutes choses sont en la vôtre prudemment observées, ce que considérant en moi-même, je me suis représenté l'istat malheureux auquel beaucoup de personnes se trouvent enveloppées pour n'avoir pas conduit leur maisonnette assez dextrement. Et sur cette pensée, je suis avisé de les envoyer chez vous pour apprendre leurs leçons, car je sais par bonne expérience qu'ils n'auront pas esté 2 fois en vostre école, sans en tirer un grand profit. Mais comme la presse s'est trop grande, je vous supplie madame de recevoir ce petit traité que je présente à vostre grandeur, pour puis après estre, suivant vostre volonté, eslargi et donné au public, quoiqu'il ne soit digne de vostre hautesse, si ne laissera-t-il pas de monstrer et apprendre aux nouveaux maîtres d'hostels le contenu de leur charge. Vous me le permettez madame, s'il vous plaît, car restant sous votre protection, il sera exempt de la censure des médisants, et pareillement reçu de beaucoup d'esprits curieux qui en pourront faire leur profit. Continuant mes vœux en vous servant fidèlement, je demeurerai. Madame. Vostre très humble, affectionné et obéissant serviteur. Crespin. Au lecteur. Ami lecteur, mon principal but et dessein par lequel j'aille fait ce petit traité, que je te présente avec mon humble service, sera pour te prier de ne point censurer la première ouverture que je te fais de mes œuvres. Je te prie de le recevoir en bonne part, et continuer la lecture qui n'est ici tracée que pour t'en servir et faire par icelle ton profit, t'arrestant au point lequel te fera voir un tableau, dont beaucoup de personnes ont eu leurs tests voilés, lesquels, pour ne s'être pas informés du sujet pourquoi leurs maisons sont tombées en ruine, se sont trouvés enveloppés dans de grands embarras tressant après eux diverses adversités. Et tels revers de fortune viennent bien souvent à cause de la négligence que l'on a en ne faisant pas boucher des petits trous, qui à la longueur du temps, deviennent plus grands et d'autant plus dommageables. Mais comme le temps d'à-présent leur a fait lever le voile, ils voient bien le désordre de leur maison lorsqu'il n'en est plus temps, c'est pourquoi j'aille fait ce petit esclaircissement afin de les aider, et pour leurs maîtres d'hostels nouveaux, qui pourront prendre dorénavant pour songer à tout, c'est mon dessein, comme estant porté d'affection à te faire service, et comme je suis tout à toy. Adieu. Chapitre 1. L'Oéconomie ou le vrai advis pour se faire bien servir. Ceux qui depuis 20 ans ont escrit la forme et manière de vivre parmi les grands, et qui principalement se sont trouvés honorés de courir en leurs tables et festins, ou bien comme l'on dit, aux dîners d'amis, et ceux qui familièrement se donnent à souper les uns aux autres, peuvent en lisant ce petit traité, cognoastre en partie la vérité, et le sujet de tant de changements et renversements de cuisine qui se font journellement à ce maison des grands seigneurs. Car ce n'est pas seulement entre les personnes de qualité où se voient ces diverses mutations, mais descendant de degré en degré jusqu'au moindre, qui, se voyant comme affaiblis par les excès des tables, se contentent maintenant à ne pas tant ouvrir 2 fois leur bourse pour l'entretien de leur bouche. Il y a donc maintenant une réforme générale, dont la cause en est assez connue par aucun. Pour moi, advertissant à chacun à faire son profit, je dirais que ça esté par la trop mauvaise conduite de ceux qui gouvernoient leur maison, donnant tout pour puis après ne rien avoir, achetant à grand prix un petit vent de faveur qui se dissipe le plus souvent par la plus simple pluie qui soit en la moyenne région de l'air, et par ce moyen attirer à eux des gens qui s'accordent dans leurs faits, dits et actions, faisant grande chère à ceux qui bien souvent les vendent à belle mesure, n'attribuant leur labeur qu'à une parfaite bosserie.
Les autres bouleversent les maisons par le jeu, par les débauches excessives, dépenses inutiles qui ne rapportent aucun profit, et qui ne laissent pas de coûter beaucoup, ne se contentant pas de ce que la nature leur produit. Ainsi ils recherchent des nouveautés surnaturelles, qui ne servent qu'à ruiner ceux qui viennent après eux, lesquels bien souvent sont privés de la maison de Monsieur tel, à cause du remboursement de la somme de 400 escus, tant du plus que du moins, que le dit tel doit avoir par contract de constitution de rente faite et passée en l'estude de tel et tel, notaire, sans compter les autres parties des marchands en gros et en détail, de sorte qu'il se rencontre bien souvent qu'il n'y a pas de quoi faire inhumer le corps de Monsieur tel, lorsqu'il est mort, contraignant quelquefois les héritiers de jeter les clés sur la fosse. Des crieurs en tel convoi ne sont guère occupés, car ordinairement les curés même y perdent leur droit. Cependant donc que le corps de Monsieur tel, qui de riche qu'il estoit durant sa vie est devenu après sa mort pauvre, et gisant sur la paille, a le plus souvent pour compagnie le commissaire, le greffier, le sergent, Jean Esveillé, qui, à la requête d'un tel et d'un tel, pose le sceau jusqu'à ce qu'il soit déclaré quelque respondant ou gardien des meubles. Je vous laisse à penser si en cette rencontre se trouve là quelqu'un qui soit venu trop tard pour avoir sa part de ce qui lui est dû, et que l'on lui dise que tout est perdu pour lui, et qu'il n'y a rien à espérer, le priant bien humblement de ne s'en point fâcher un se consoler, que ne fera-t-il point? Ne donnera-t-il pas monsieur un tel à tous les diables? Que si telle chose arrive à quelque maranière ou poissonnière des Halles, de quelle malédiction ornera-t-elle point le drap mortuaire de son debteur trépassé, car pour son libérat, elle invoque les diables d'enfer pour y emporter son âme. Pareillement, si cela s'adresse à un boucher, Jean où la pitié quelquefois trouve place, quel de profundis dira-t-il pour le défunt qui lui a fait perdre son bien? Je ne sais, mais au moins je crois que Dieu par lui est bien mal prié, car je crois que celui qui se voit frustré de la somme de 2000 livres, il ne peut pas songer à autre chose qu'à sa perte. Je me suis trouvé une fois en pareille rencontre, c'est d'y avoir d'un boucher, qui voyant que cette femme pleuroit et se déconfortoit, voulut se mesler de lui donner quelque consolation, lui disant, Mamie, malheureux sont les personnes qui ont affaire à tels affronteurs, car j'en suis logé aussi bien que vous à la levrette, et attrapé comme un renard, c'est pourquoi vous ne vous devez tant affliger, car vos pleurs vous feront pas plutôt payer. Il se rencontra là un marchand de draps qui avoua sa part aussi bien que ces deux au gasto, lequel, prenant la parole, dit au boucher, nous nous devons bien plus affliger elle et moi que vous. Lors le boucher répondant dit pourquoi? Pour ce, dit le marchand, que si vous avez livré à monsieur tel des bœufs, des moutons et des veaux qui sont mangés, au moins vous a-t-il laissé les peaux et le reste pour maintenant en faire votre profit, et nous n'avons rien, elle et moi, qui nous puisse dorénavant profiter. Ne voilà pas une belle consolation que se donnèrent ces trois personnes. Or je dis que pour ne point tomber d'un si haut mal, il faut avec soin vivre avec ordre, et bon ménage désormais, c'est pourquoi la plupart des grands par exemple doivent mettre une bonne règle en leur maison, mais comme tous ne peuvent pas songer à gouverner comme il faut un ménage, et que même il n'est pas bien séant à leur condition de se mesler de la diversité de leur table, considérons premièrement qu'il est bon d'avoir un homme fidèle et bien expérimenté en l'économie, qu'il soit absolument et du tout chef d'hostel, et par-dessus tous les autres domestiques, et qui ne rende compte qu'au seigneur de la maison de qui il a reçu l'ordre de commander, prenant soin qu'il ne s'y passe point d'amourette qu'elle ne soit connue pour bonne du seigneur et de la dame, pour autant que sous telle amitié, il se fait ordinairement d'estranges drôleries qui bien souvent passent pour scandaleuses et de nul effet. Aussi est-ce le point principal, à quoi le maître d'hostel doit prendre garde, car il y va de l'interest et de l'honneur pour son seigneur, et le maître d'hostel doit tous les soirs prendre advis avec les officiers de cuisine, et de faire rendre compte de la despense du jour pour puis après en rendre compte à son seigneur devant ses domestiques, et sans passion. Il me souvient en passant d'une maison où j'estois autrefois, laquelle estoit toute remplie d'amourettes, que le plus petit jusqu'au plus grand estoit entaché de cette furieuse maladie, et pour vous dire la vérité, je n'ai jamais vu gens si prompts et charitables à se secourir les uns les autres en ce sujet, que je puis dire qu'il n'y a point de religion où l'on pratique plus cette sainte œuvre, tant recommandée en un meilleur sujet qu'en cette folie. Car tel et moi tel, qui croyois que ce fouste par le moyen de tel ou tel qu'il falloit l'avoir en amitié, et pour ainsi ils n'ossoient ou ne pouvoient s'accuser les uns les autres. Ainsi bien souvent le maître d'hostel excusoit le cuisinier et le sommelier, car lorsque monsieur disoit que rien n'estoit cuit ou bon,
ou que la viande saigne-toi le relent, ou que tout est-toi trop salé, le maître d'hostel, qui est savoir la cause d'où provenent toutes ces défectuosités, ne disoit pas que c'est toi l'amour du cuisinier qui rendoit ainsi les viandes mal apprestées, mais au contraire fais-toi ses excuses envers monsieur, disant que c'est toi le temps qui en est toi la cause, ou que le cuisinier se porte-toi mal, que le bois est toi vert, que par malheur il est toi arrivé que le pot s'est toi cassé en voulant dresser le potage, qui fais-toi que le bouillon n'est toi pas si bon qu'il devoit être, d'autant que la graisse est toi perdue, tant y a que toutes les meilleures excuses qu'il pouvoit trouver pour le cuisinier, il le fais-toi, afin que réciproquement le cuisinier excusât ses défauts envers son seigneur, et pour ne pas lui révéler que le maître d'hostel se promenoit tous les jours avec sa maîtresse, ou bien qu'il s'est fait une bonne collation aux 2 pence du seigneur. Cependant que la fille de chambre caressoit le valet de même condition, que le cocher avec une semblable à lui, que les chevaux, mal pensés, n'est-ce pas le plus souvent visité de l'escuyer, qui pour s'en rapporter au palefrenier, passoit légèrement par-dessus la soujection de sa charge, ayant d'autres affaires plus pressantes en ville que celle-là. Cependant il donne ou fait donner tout ce qu'il faut, sans regarder les parties du charron et du maréchal, et même se fait émère du cocher, afin qu'il ne parle pas du lieu où il a mené monsieur l'escuyer, que s'il tarde trop, il s'excuse sur ceci ou cela qui en est cause, enfin il dit tout ce qu'il veut, hormis la forte amitié qu'il porte à une telle, qui enfin voit et sent son ventre enflé pour laquelle cause l'un s'en va, et l'autre prend Guillot pour mairie, l'autre prend Perrette pour femme, un autre est en fuite pour l'enfant que l'on lui vouloit donner. L'autre plaide par devant l'official et jure qu'il n'a jamais fait cela à la quidante qui veut couvrir son honneur du manteau du mariage. Bref, c'est un passe-temps que de voir un tel ménage en une maison. Les créanciers, d'autre part, demeurent sans être payés, car le seigneur dit que pour lui il ne doit rien, le maître d'hostel dit qu'il donnoit l'argent au cuisinier, le gentilhomme dit que c'est le cocher qui fait trop de despense quand on le reprend sur le contrôle, car tels gens bien souvent ruinent la maison. Tout se sait, alors tout ce que peut faire un seigneur est de faire maison neuve, et en cas ça a bien de la peine, car bien souvent on prend des personnes qui volent sans avoir des ailes, ce qui n'est pas plaisant et ni agréable. Voilà pourquoi ceux qui veulent bien ordonner leur maison doivent premièrement considérer leurs revenus, et ce qu'il faut aux serviteurs tant à gage qu'à entretenir, et sur ce faire compte du reste, choisir des gens qui soient de bonne vie et sans reproche, et faire élection d'un maître d'hostel à qui donnant l'ordre, lui déclare son gouste, son revenu, ce qu'il veut despendre par an ou par jour pour sa table ordinaire, et tant pour l'extraordinaire, tant pour ses habits, tant pour ses plaisirs, tant pour les gages de ses serviteurs chacun selon son rang, et afin d'être bien servi, il ne faut regarder à 10 excuses plus ou moins, quand l'on cognoit un bon et fidèle serviteur. Que tout maître faisant ceci se réjouisse gaillardement avec leurs femmes, qu'ils soient d'accord de tout ce que veut l'un et l'autre, car c'est ce qui fait le bon ordre de la maison entre les serviteurs, pour ce que s'il y a de la dissension entre l'homme et la femme, l'un dit je suis à monsieur et l'autre dit je suis à madame, cependant tout demeure à faire et rien ne se fait qu'avec dispute bien souvent. Or comme l'homme et la femme sont unis par le saint mariage, et que Dieu les bénit, il faut donc s'aimer puisque Dieu le veut ainsi, et principalement les gens de condition, il faut que l'homme considère que la femme est sa chair, et la femme cognoise que son origine est de retourner à sa source. Avec ce conseil de l'Évangile, qu'il faut quitter père et mère pour suivre son mairie, c'est un commandement de Dieu, et que si tant est que la femme soit douée d'un esprit plus fort que son mairie, il faut qu'elle l'attire à seuil par mignardise, et par ainsi lui austère toute occasion de fâcherie, comme si un vouloit tout perdre sans vouloir toutefois rien laisser. Je jure, et il est vrai qu'il n'y a point d'homme qui ne se laisse facilement persuader par sa femme, quand il est par elle traité doucement. L'homme semblablement peut beaucoup sur la femme et lui sert d'un grand soutien, et semblable à un cocher résistant contre les tempêtes qui tâchent de bouleverser un bon ménage, cela fut dernièrement approuvé par une dame, laquelle voyant sa fille veuve lui dit ces paroles, « Il est vrai, ma fille, que vous vous devez à Bondroïque affligé, puisque vous avez perdu la plus belle fleur qui fait joie l'ornement de votre bouquet. » Quand l'homme voit quelque défaut provenir du costé de la femme, il doit aussi avec une douceur capable de remède, lui remonstrer ses manquements, et lui commander avec une autorité médiocre et la prier de mieux faire à l'advenir, et que ce soit sans se fâcher, et en ce point le mairie est plus que le père et la mère d'Issel, puisque nous oyons dire ordinairement par les belles-mères à leurs filles, c'est votre mairie, vous êtes en sa puissance, faites ce qu'il vous dira. De même le mairie peut dire telle raison à son beau-père,
à sa belle-mère. Sachez sur toute chose que pour faire un bon ménage il est nécessaire que l'homme et la femme couchent souvent ensemble, et qu'ils prient Dieu, ainsi que fit jadis Tobie, qu'il lui plaise leur envoyer des enfants, car par le bonheur d'un enfant, la paix se trouve ordinairement entre le père et la mère. Et d'autant que je sais qu'il y a des personnes qui détournent et empêchent l'homme, par je ne sais quel dédain d'approcher de la femme, je dis qu'il faut chasser et anéantir telle personne, puisqu'ils se font maîtres du mal qui en peut arriver par après. Or puisque la charité commande d'aimer son prochain comme soi-même, l'homme doit donc aimer sa femme plus que toute autre chose qui soit au monde, d'autant qu'il la joigne avec lui pour fructifier et remplir la terre d'une semence qui soit agréable à Dieu, cela estant tout ira bien. Égayez donc vos esprits au cours et à la promenade, tandis que je donnerai l'ordre à votre maître d'hostel, comme vous voulez être servi, selon telle somme par jour, et ce que vous désirez qu'il vous soit servi, avec l'instruction par laquelle vous voulez qu'il se comporte en votre maison, afin de vous austère de peine et de tracas. Discours de l'auteur avec le maître d'hostel. Monsieur le maître, cependant que le temps est beau, faisons un tour de jardin. Il y a longtemps que je dis ailleurs vous entretenir sur le sujet que monsieur a de vouloir régler sa maison, et c'est pourquoi il s'en veut rapporter en vous, et m'a commandé de vous dire de sa part son dessein. Premièrement, il a tant à dépenser par an, il en veut mettre tant pour sa table, tant pour ses chevaux, tant pour ses plaisirs et pour ses habits, et veut qu'il lui reste cela francs par an. Cela est bien assez à faire, mais il veut donner un métier à tel et marier tel avec tel, et prendre de bonnes et fidèles personnes qui soient affectionnées à lui faire service, c'est pourquoi il veut que vous soyez indifférents à tous et sans exception de qui que ce soit, vous les teniez sous le joug de l'obéissance pour son service. Mais comme la jeunesse est libertine et malaissée à corriger, c'est pourquoi il faut que vous trouviez des moyens propres et faciles, afin d'y pourvoir. Et c'est aussi le principal point de ce que j'aille à vous dire. Premièrement, votre place est au bout de la table, ensuite de vous et à votre droïte, se doit mettre l'aumônier, s'il y en a un, l'escuyer vis-à-vis, et le valet de chambre après. Puis quant aux officiers, comme les pages, le cocher et laquais doivent suivre, si tant est que la coutume soit qu'ils y mangent, car on donne ordinairement à tels gens leur argent à despendre par mois, ou bien ils doivent manger en une table à part, et le meilleur est de les nourrir que de leur donner leur argent à despendre. Vous représentez le maître du logis, faisant les olas et empêchant le désordre, laissez faire la bénédiction de la table à l'aumônier, et quand la fête de Pâques s'approchera, c'est à vous de dire que tel et tel fassent leur bonjour, et devez leur commander de jeûneur, afin d'être mieux préparés pour ce faire, et bien que ce soit la charge de l'aumônier de leur montrer ce qui en est, d'autant qu'il est prestre. Mais s'il advenoit qu'ils ne foussent pas en ces jours-là en la maison, vous devez en ces cas servir de prestre et de maître d'hostel, et commencer le premier à être bon, tout le reste après vous suivra, quand aux autres festes cela dépend de la volonté d'un chacun. Procurez du bien pour les serviteurs, empêchez tant que vous pourrez les blasphémes et jurements, faites congédier les amours impudiques, et sans frapper, donnez congé à ceux qui n'auront jamais voulu obéir, avec quelque récompense, c'est là le seul et vrai moyen de se faire bien servir. Et quant à servir sur table, il faut prendre garde que si c'est une table carrée, l'on doit servir par 4 plats. Le haut bout est le lieu le plus apparent du costé droïte, ou selon que le lieu est disposé, mais le plus commun est à main droïte sous la cheminée. Si la table est ronde, il faut prendre garde de servir par 7, 9 ou 13 plats, car c'est l'ordre de la table ronde pour être bien couverte, et si la table est longue, il faut poser les plats en longueur, et faites si bien que vos plats ne soient pas trop escartés, et semblablement qu'ils ne se touchent pas et qu'il y ait diversité entre les viandes, en sorte qu'ils ne s'en rencontrent point de 2 façons, c'est-à-dire blanc, vert, rouge et noir. Que s'il advient que monsieur dit ailleurs traiteur quelqu'un extraordinairement, vous devez recevoir son ordre, et observer de point en point ce qu'il vous dira, et afin que vous n'y manquiez, faites un mémoire de vos plats d'entrée, de second, d'entremets et de fruits selon la saison. Marchez le premier, et soyez suivis de vos gens, chacun portant un plat, les faisant demeurer en rond, que le premier déchargé passe par autre voie qu'il n'est venu, afin qu'il ne renverse rien de son compagnon. N'oubliez pas d'écrire tout ce que vous accepterez, recevrez et donnerez par jour, afin d'en rendre le soir de chaque jour par semaine ou par mois, bon et fidèle compte, ayez un tarif papier de despense avec poids et balance, plume et escritoire. Achetez du vin à bon prix et tout du meilleur,
ayez toujours quelque chose preste à mettre en broche, et lorsque vous serez au champ, il faut s'enquester de ceux qui doivent venir par rang des poules, poulets, pigeons, agneaux et lièvres, faisant le tout apporter en la maison, faites saler du lard, et songez que vous êtes comme un père de famille, et prenez plaisir à tout cela. Vous ferez souvent aussi réveiller dedans la cave avec le sommelier, c'est tout ce que je vous puis dire, car voilà monsieur qui revient de la promenade, je m'en vais le saluer et prendre congé de lui. Monsieur A, vous voilà encore? Il est vrai, monsieur, que je me suis fort promené dans votre jardin avec monsieur le maître. Eh bien, nous avons parlé de l'istat de votre maison, et de votre ordre ce qui se trouve bon, c'est pourquoi j'aille disposer monsieur le maître à votre volonté. Vous avez eu un beau temps au cours? Oui. Monsieur. Voilà votre souper que l'on a servi, je m'en vais prendre congé de vous et vous donner le bonsoir, je suis votre très humble serviteur. Monsieur le maître, est-il bon que vous voyiez un peu comme l'on sert à la maison des grands et particulièrement, pour votre cuisinier, qui l'ont forgé, escuyer de la reine pour les potages, la diablerie pour les entrées, Nicolas pour les autres mets, Georges pour le poisson, Mathieu Pallier pour les ragoûts, la Pointe pour les confitures, Esther pour le linge, avec Maître Martin pour le boudin. 3 de mes amis sont morts, qui faisoient bon y pocra et bonne limonade. Épargnez le bien de votre maître. Je me recommande à vous jusqu'à la première réveillée, et surtout ayez pâté et jambon prêts, pour les survenants, et principalement pour les chasseurs, car c'est le plaisir du maître du logis. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. La promenade du cours à Paris en 1653. Prince qui fuste jadis, un dessein du paradis, ou petit dieu d'amourette, merveille des beaux esprits et dont le cœur fut esprit de 1000 flammes distraites. Escoutez donc ce discours concerté dedans le cours, et dans ces objets grotesques, dont les jeunes favoris bannissent les vieux maris à barbe pantalonesque. Or pour le moins s'ils y sont, les pauvres vieillards s'en vont, dès les 5 heures sonnées, le serein est dangereux et les rendroit catéreux en l'hiver de leurs années. Aussitôt qu'ils sont partis, les galants sont avertis que les vieillards font retraite. À l'approche des amis, les masques et les mimis se donnent à la soubrette. Lors d'un pas doux et coulant, les carrosses vont branlant portière contre portière, et si le cours est poudreux, les larmes de l'amoureux raffermissent la poussière. Là s'apprennent tous les maux des domestiques défauts, par l'envie des coquettes, qu'une telle est du mestier, qu'un autre est banqueroutier, qu'un tel porte des cliquettes. Les braves à l'œil froncé, d'un air demi-courroucé, font flotter leurs grands panaches aux portières s'avançant et guignent tous les passants au travers de 6 moustaches. Le mariolet plus huppé, fait monstre du point EOUPPE accent aigu, n'osant dire ce qu'il pense, car il voit le fanfaron menacé de l'espéron, au premier pas qu'il s'avance. Les visages peinturés sont des amants adorés, la vieille fait la folâtre couverte d'huile de talc et se tenant à l'escar montre un visage de plastre. Les barbes des vieux Gaulois, malgré les sévères lois de l'âge qui tout consomme, noircissent tous les matins, et sans faveur des destins voient rajeunir un homme. Les mignons délicieux viennent faire les 12 yeux, aux dessins qui les attendent, et tient-on pour vérité que d'un ou d'autre costé messieurs ont ce qu'ils prétendent. Le bourgeois passe riotant et promène en s'esbattant, 5 enfants et 2 nourrices qui ont plein leur devanteau, de craquelins, de gastots, de guignons, de pain d'espice. La soubrette a son dessein, et se fait gonfler le sein plus dur qu'un cuir de botte, et veut charmer de cela les yeux de son quinola qui lui promet une cote. Les discrètes dans le cours font les 12 yeux sans discours, droites comme des poupées et leurs amants ajustés ressemblent à leurs costés marmots de pommeaux d'espée. Les nobles de 100 couleurs, estendus parmi les fleurs, se paillardent sur la soie, laissant dans le désespoir le commis vêtu de noir qui n'a que la petite oie. Un farouche vient au trot et s'en va sans dire mot, guetter le monde à la porte. Je crois que le plus souvent il n'y cherche que du vent et c'est ce qui l'en remporte. Quelques braves vont contents quel bruit font en s'escartant, les grains mortels des grenades, si bien qu'un bourgeois peureux baisse la tête auprès d'eux comme au bruit des mousquetades. L'on y voide à certains jours, sans rideaux et sans velours, un vieil coche de la foire où l'on voide fort librement qu'il a l'air assurément d'un bordel ambulatoire. Il y vient certains censeurs, blasphémer le siècle et les mœurs, et le luxe des étoffes qui font aller leurs chevaux, à pas gravement esgots pour marcher en philosophe. Si bien que Fontainebleau n'a point de si vif tableau, encore qu'il en abonde, et de guerre et d'amour comme on en voide dans le cours de la cabale du monde.
Mais quand le soleil, penchant sur les rives du couchant, replie ses tresses blondes, dont le vermeil nous reluit, et prend son bonnet de nuit pour dormir dessous les ondes. Retirons-nous, il est tard, allons prendre nos tréparts des biens que la terre nous donne, et cherchons en lieu secret la bonté d'un vin clairet car le jour nous abandonne. Recevez bien ce récit, pardonnez si je n'aille dit tout ce qui se pouvoit dire, car j'aille crains qu'il n'arrivât que sa lecture ennuya, comme il m'ennuie à l'escrire. Ce tableau laborieux est discret et curieux, et fait pourtant bien connoistre, aux bons esprits que celui qui blasme si bien autrui, saura bien louer son maître. Rapport d'un affidé de l'Angleterre, à Paris en 1655. 5 juillet 1655. J'ai reçu votre lettre, par laquelle j'ai vu ce qu'on m'offre par mois, jusqu'à ce que je me sois fait connaître ce que j'accepte. Mais j'entends que quand on aura... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.